Bonjour, je m'appelle Pascal Jarry et je vais vous parler de la gestion agile pour les projets industriels. Donc on sort là du contexte logiciel, qui est normalement le terreau des méthodes agiles. On est vraiment là dans la R&D, dans le bureau d'études pour les projets industriels. Nous sommes un cabinet situé en France, on agit aussi un petit peu en Europe. On est initialement connu pour les méthodes de créativité convergente, mais c'est bien de la gestion agile dont je vous parle aujourd'hui. On travaille avec des toutes petites boîtes ou des moyennes entreprises, voire des grands groupes, et on aide à instaurer l'agilité dans leurs projets, dans leurs équipes. On a aussi une section qui va parler de la motivation des équipes R&D, mais bon, on n'en parle pas aujourd'hui. Et puis comme chacun sait, les équipes R&D sont parfaitement automotivées, n'est-ce pas ? On n'a pas du tout à s'occuper de ça. Alors avant de parler de l'agilité, je vais vous rappeler, et vous allez le découvrir si vous ne connaissez pas, le cycle en V. Le cycle en V, c'est formidable, ça marche quasiment partout, en tout cas c'est instauré quasiment partout. C'est le moyen de découper par étapes précises un projet depuis le tout début, le moment où on commence à exprimer les besoins, jusqu'à la livraison. Donc on a cette expression des besoins, puis on a des specs. Donc là on a un dialogue client, où on va vraiment lui faire dire exactement ce qu'il veut, comment il les veut, quand il les veut, et ainsi de suite. Et nous, on va l'écrire, on va dire, c'est bien ça que tu veux ? Oui. Et là, on va s'engager. Donc, il y a un contrat, quelque chose qui va être signé à ce moment-là. La conception commence de façon générale puis détaillée jusqu'à la réalisation. On arrive au moment où on fait des tests unitaires, puis on intègre et on teste cette intégration. Finalement, on livre, et c'est fini ou presque. Donc, on voit bien, on a ce cycle en V, cette forme de V, très claire, on descend puis on remonte. La spécificité ici, c'est qu'il faut absolument tout prévoir, tout planifier depuis le début. Il est rare, et c'est mal vu, et ça coûte beaucoup d'argent, de remonter dans la première branche du V. Vous voyez, c'est qu'une fois que j'ai mes besoins et mes specs, une fois que j'ai commencé la conception, voire de la réalisation, changer les specs, c'est très dur, en tout cas c'est très coûteux, et c'est pas du tout prévu pour. Donc c'est la spécificité, on descend et après on remontera. On peut comprendre que pour certains projets, des projets vraiment innovants, créatifs, de ceux, quand on se lance dedans, pour lesquels on ne pourra pas dire exactement à quoi ressemble le résultat final, on se doute là qu'il y a un souci. Quand on doit, concevoir une nouvelle gamme de vaisselle, on ne sait pas à quoi va ressembler cette gamme de vaisselle, donc on ne peut pas lister les choses qu'on aura exactement à faire. Donc là, sans doute que pour ces projets-là, ça peut être assez délicat d'avoir le projet géré avec le cycle en V. Et si j'étends ça à un projet industriel un petit peu plus long, comme faire une voiture, le premier jour, la voiture, je ne sais pas à quoi va ressembler. Mais dans un projet plus long comme ça, il y a peut-être moyen de dissocier une part qui va être plus créative, plus innovante, une phase amont, et puis une phase après, plus industrielle et plus simplement processus de production. Dans le processus de production, il semblerait que, et je ne suis pas là pour le contredire, le cycle en V soit parfaitement adapté, donc n'y touchons pas. Par contre, dans les phases amont, dans les projets créatifs et innovants de part en part, là, il est possible que le cycle en V soit en échec, et que donc on puisse avoir envie de le compléter. Donc, le compléter comment ? La gestion agile est sans doute là pour répondre à ça. Répondre à ça pourquoi ? Alors, ce souci de tout faire avant, tout définir avant, ça a une limite énorme. La limite, c'est que l'équipe ne se sent pas en charge d'améliorer le projet au cours de ce même projet. On s'engage sur des plannings, on s'engage sur des choses à faire, on a déjà beaucoup de mal à les faire, ces choses-là. On les fait. Quand on a une idée qui pourrait améliorer, on a plutôt tendance à la mettre sous le tapis parce que c'est du travail en plus, ça ne sera pas payé, et ainsi de suite. Donc là, c'est le souci, c'est qu'on va plutôt tailler le projet vers le bas. Ce qu'on a prévu, on le fait. Ce qu'on n'a pas prévu, on ne va pas le faire. Et ce qu'on a prévu en plus, des fois, on ne le fait pas, mais ça, c'est autre chose. Alors les gens vont me dire, mais moi, les projets créatifs ou les phases amont, les phases très amont, je les fais en sous-marin. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, on les fait en sous-marin. Donc, on n'a pas le cycle en V, et ça veut dire que chacun fait à sa sauce.
Donc on n'est pas du tout dans le ISO, on n'est pas du tout dans le répétable. C'est très dépendant des personnes, c'est-à-dire que si la personne a l'habitude, si elle en a déjà fait 10, elle va en faire une 11e. Mais si la personne quitte l'entreprise ou si elle est prise à ce moment-là, le savoir n'est pas là. Et surtout, c'est vraiment en sous-marin, c'est-à-dire qu'on donne l'argent et à la fin, il y a peut-être le résultat, point barre. Il n'y a rien, il n'y a pas de reporting vrai, il n'y a pas de suivi, il n'y a absolument rien. Donc c'est basé sur la confiance qu'on peut avoir. Le souci, c'est qu'il y a un moment où ça se voit. Et on essaie de forcer à ces gens-là, à ces équipes-là, qui sont parfois très petites, en temps et en budget et en nombre de personnes, on essaie de leur forcer le cycle en V, et là, on tue tout. Non seulement on n'a plus le projet, mais en plus on a des gens frustrés, enfin bon, c'est assez dramatique. Il y a pourtant des alternatives au cycle en V. Le premier, ce serait le développement itératif. Alors, itératif, c'est on recommence, on va faire une petite partie à fond, puis une deuxième partie à fond, et ainsi de suite. Deuxième, c'est incrémental. Donc là, on a une big picture, on va tracer sommairement les contours, et puis touche par touche, couche par couche, on va améliorer cette image globale. L'agilité, c'est itératif incrémental. L'itératif incrémental, c'est quoi ? C'est de se dire d'abord, je vais me focaliser sur ce qui est important. Donc ça, c'est une gestion des risques différente de la gestion des risques qu'on peut connaître, qui est, admettons que j'aime bien, moi, dessiner les arbres et les ciels. Je pourrais me dire, tiens, je vais faire tous les arbres et les ciels, puis après, je verrai ce que je fais. Non, le peintre intelligent, il est agile, il va se dire, ce qui est vraiment important, c'est la composition. Une fois que j'ai ma composition, le visage et les mains, c'est vraiment ce qui va faire la différence, et peut-être le drapé, puis ainsi de suite. Et donc, c'est une gestion des risques propre, Par intelligence, on va faire les choses dans un certain ordre, avec un certain niveau de finition, et on va faire évoluer le projet comme ça. Ça ne nécessite pas forcément plus de temps, voire des fois moins, mais si on a une erreur, on le détecte vite. Je reviendrai là-dessus très très rapidement. Donc c'est une des spécificités de l'agilité, c'est cette notion d'itérativité incrémentale, itération incrémentale. On va avoir beaucoup de mal à faire passer ça aux équipes. Pourquoi ? Quand on est dans le domaine du logiciel, voire même de la peinture, comme l'exemple est là, les gens comprennent. Quand on est à fabriquer des voitures, les gens comprennent pas. Les gens disent, non, la voiture, elle roule ou elle roule pas. La roue, elle est ronde ou elle est pas ronde, mais il y a un problème, on peut pas admettre ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait toujours ça, quel que soit le domaine, dans le domaine de la personne. Donc si quelqu'un fait des avions ou des voitures, la personne qui fait des avions dira, les voitures, oui, je comprends, mais pas les avions, et réciproquement. Donc ça, c'est assez marrant. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire, on a des petits jeux qui permettent de faire ça, mais c'est important de se mettre en tête que, oui, on peut avoir un petit bout d'avion, on peut avoir un tout petit bout d'avion à un niveau de finition très bas, et on livre quand même ça au client. Imaginez par exemple un cockpit en carton, voilà, juste pour faire passer quelques notions d'ergonomie par exemple. C'est pas un avion, un cockpit en carton. Eh bien c'est complètement compatible avec l'itératif incrémental. Si on veut comparer l'agilité et le cycle en V, bien sûr en sélectionnant spécifiquement ici, tout à l'heure je parlerai des moins bons, des points un petit peu moins bons, mais là, si on veut vraiment mettre le point sur ce qui est vraiment positif dans l'agilité, on peut commencer par parler du management visuel. Alors, l'agilité n'est pas la seule chose, n'est pas la seule pratique à préconiser le management visuel. Le management visuel est une fin en soi, j'ai envie de dire, mais là, elle est au centre. Pourquoi ? Parce que elle est compatible et interconnectée aux autres points. On donne beaucoup d'autonomie à l'équipe, mais en échange, on demande ça. On demande à l'équipe de constamment afficher où ils en sont, les problèmes rencontrés, et ainsi de suite. Et c'est très important. C'est très important. Parce que le fait que l'équipe fasse ça, du coup, le management se dit, j'ai pas à aller les ennuyer. Au contraire, avant, en cycle en V, qu'est-ce qu'on fait ? On demande un planning. Le planning est toujours faux, il change toutes les semaines, mais c'est pas grave. On aura passé 2 heures à le mettre à jour, mais on aura notre planning, qui ne donne aucune vraie indication. Donc là, le management visuel intégré à l'agilité est vraiment un plus énorme. Le deuxième point très important, c'est que, contrairement à un projet en WBS, donc avec une liste de choses à faire, là, on va avoir un focus très particulier sur des objectifs à atteindre, des objectifs mesurables. On veut par exemple que l'assemblage soit réalisé. On ne veut pas que quelqu'un prenne un boulon. Et c'est très important ça pour la confiance qu'on met dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on a des experts, mais ils sont
Ils sont techniciens, ils sont ingénieurs, ils sont docteurs, ils ont 20 ans de boîte. Et les gars, on leur demande quel jour de la semaine ils vont dessiner l'écrou des fois. C'est absolument incroyable. C'est les mettre dans une position très humiliante des fois. Ah oui, mais tu sais, il faut faire le planning. Alors donc on fait le planning, voilà. Et puis vu que le planning dit qu'on va faire le boulon le lundi, on va faire le boulon le lundi. Même si on n'avait pas envie, même si on aurait pu faire autre chose de plus efficace, voilà, on va faire le boulon lundi, alors que ça n'a aucun sens. Là, on dit simplement aux gens, atteignez ce résultat pour telle date. La date étant suffisamment courte, et vu qu'on leur fait confiance, on peut vérifier que tout se passe bien, et c'est pas juste un chèque en blanc. La gestion des risques, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. On n'est pas à se dire, vous savez, les low-hanging fruits, on n'est pas à se dire, faites d'abord ce que vous savez faire. Ramassez d'abord les fruits qui sont bas de l'arbre. Ne les cueillez pas, ceux-là. Pourquoi ? On sait qu'on peut les cueillir, on sait combien de temps ça va prendre, et ça va nous emmener loin dans le projet. Donc malheureusement, les gens, généralement, commencent par faire ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire. Pourquoi ? Parce que ça montre qu'ils bossent bien, qu'ils livrent à l'heure, le client est content, le manager est content, tout le monde est content. Et sur un projet d'1 an, on fait pendant 8 mois des choses qu'on sait faire, les 4 derniers mois, on se rend compte qu'en fait on a des soucis, des vrais soucis, et on se rend compte qu'on a peut-être un problème qui fait que le projet va avoir 8 mois de retard. On va nous préconiser, dans notre gestion agile adaptée à l'industrie, une gestion des risques spécifiques, où on va commencer par développer ce qui est important et risqué, les deux à la fois. Important et risqué. Alors, on a des moyens d'évaluer ça, mais c'est très intéressant ça. Si c'est pas important pour le projet, on peut même se demander pourquoi on le ferait. Et si c'est pas risqué, on peut le faire loin, on peut le faire après, quand tout c'est sécurisé, mais on va commencer par essayer de sécuriser le projet. Une vraie gestion des risques, c'est une gestion des risques qui tend à sécuriser le projet. Là, c'est la phrase de Darwin, c'est pas les plus forts qui réussissent, mais ceux qui s'adaptent le mieux. C'est un petit peu ça dans l'esprit. Autre point important, c'est cette notion d'équipe et de projet auto-adaptif. C'est-à-dire que le projet auto-adaptif, lors des réunions de fin d'étape, on va se poser des questions sur le projet lui-même, donc cette gestion de risque par exemple, si tout s'est bien passé, si la communication était bonne, mais aussi sur la gestion elle-même du projet. Et c'est intéressant de se dire que c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui sort d'un gros livre, c'est pas quelque chose qui sort d'ISO, ça peut le devenir, mais ça n'est pas imposé, ça va évoluer. Ça va évoluer parce que c'est le sens même de l'agilité, c'est-à-dire que le projet s'adapte. On rencontre des difficultés, on se rend compte qu'on peut mieux faire comme ça, une pratique devient une méthode. On s'approprie les meilleures pratiques et on les utilise, on les pérennise. J'ai fait ces petits points-là, grosso modo, la responsabilisation motivante de l'équipe, donc je l'ai dit, ça va de pair avec le management visuel, c'est du donnant-donnant. Mais là, on voit des équipes qui, sur le site méthodeagile.info, vous avez une étude qui montre les avantages avec notamment le fait qu'il y ait moins d'heures supplémentaires pour les équipes sous agile, mais qu'elles soient plus motivées et qu'elles livrent à l'heure et que le projet coûte moins cher et ainsi de suite. C'est assez phénoménal, il faut lire ça, il y a les sources, c'est très intéressant. La gestion des risques nous donne donc une détection des problèmes au plus tôt, et puis nous on a adapté l'agilité qui normalement, il n'y a que des programmeurs ou presque dans une équipe agile de type Scrum informatique. Bien sûr en industrie ça ne l'est pas. L'agilité normalement préconise une équipe en mode plateau, sur un même site. Aujourd'hui beaucoup d'équipes sont splittées, sont séparées, on intègre ça. Les cultures aussi sont différentes, on intègre ça bien sûr. Et parfois des gens me disent vous me dites qu'il y a telle et telle contrainte à cause de l'agilité, moi je peux pas, je suis sur 3 projets à la fois. On intègre ça aussi. Il faut bien évidemment, avant de dire l'agilité c'est bien, se dire l'agilité ça a des contraintes. On doit aussi les adapter pour prendre le côté concret des projets et des entreprises dans lesquelles, et des métiers, des disciplines dans lesquelles on va l'appliquer. Un petit mot sur l'historique. C'est pas... Wikipédia et autres sites sont plein de choses comme ça. Je voulais juste mettre un point important sur Lean. Beaucoup de gens disent que Lean c'est agile. Alors déjà c'est bizarre d'avoir 2 mots pour la même chose, mais bon ça peut arriver, mais Lean n'est pas agile. Lean c'est pour le cycle en V. Lean c'est là pour huiler, parfaire le cycle en V. C'est là pour des productions industrielles. C'est pas vraiment là pour... Lean c'est vraiment pour tendre encore plus le fil
pour raccourcir encore plus les distances du début à la fin d'un projet. D'accord ? Donc c'est parfait pour un projet, on va dire, linéaire. Lean. Mais quand on est dans l'itératif incrémental, on est en spirale. Comment est-ce que Lean pourrait s'adapter à ça ? On est un petit peu à l'opposé, c'est très très bizarre. Bon. En tout cas, il y a des préceptes de Lean qu'on retrouve, bien sûr, parce que c'est comme ça, dans l'agilité, donc il y a des raccourcis qui sont faits sur leur proximité. Mais disons que les démarches allant dans ce sens ont commencé quand même dans les années 50, et ça c'est important, donc c'est pas du nouveau non plus. La gestion de projet informatique, ça a commencé dans les années 80. Alors, comme disait grand-papa, moi j'y étais. Moi à cette époque-là, je faisais des jeux vidéo, années 80, 90, 2000, on faisait des jeux vidéo, on se retrouvait lors de conférences internationales, on se disait, ouais, moi ça va pas, non, moi ça va pas non plus. Depuis que j'ai une grosse équipe, je tiens plus mes délais, mes projets sont pas créatifs, et ainsi de suite. Et là on disait, moi j'ai essayé ça s'appelle cycle en V, c'est un vrai échec, moi j'ai essayé aussi, moi j'ai pas essayé, j'ai fait ça, ainsi de suite. Et à force comme ça de résumer des pratiques, eh bien il y a eu des thèses, il y a eu des livres, et puis il y a eu l'intelligence qui s'est mise en œuvre, et l'agilité vraiment est sortie. Donc il y a eu le manifeste de l'agilité même qui est sorti. Et aujourd'hui, l'agilité est vraiment dédiée projet informatique. Et il a fallu vraiment se remettre en cause pour se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lier les deux, prendre le meilleur des deux et prendre l'agilité pour l'industrie. Donc pour ces projets industriels qui sont vraiment innovants, complexes et qui ont cette spécificité. Et ce qui est intéressant, c'est que longtemps après qu'on ait commencé et qu'on ait eu du succès, il y a une étude qui nous a confortés. Et Forrester, c'est du sérieux. Et cette étude dit que en fait, de plus en plus d'entreprises et de domaines, d'applications surtout, utilisent l'agilité, la mettent en œuvre avec succès, et donc c'est plus du tout du software, c'est plus du tout du logiciel comme avant. Donc je vous invite à nouveau à retrouver méthodeagile.info pour une liste d'avantages liés aux études faites là-dessus. Je voulais juste insister sur des risques qu'il peut y avoir quand on forme une équipe dans l'entreprise. Elle est un petit peu à part. On lui a montré que ça marchait, et d'un coup, elle comprend plus ce qui se passe. Donc, ça, c'est pas bien. Il faut vraiment que l'entreprise se fasse aider globalement, et sache, petit 1, identifier l'équipe à former. S'il n'y en a qu'une, on n'a pas forcément besoin de former tout le monde. Là où les équipes à former, dans quel contexte, les changements à faire autour de ça. Pourquoi ? Parce que former une équipe, ça peut justement leur montrer que c'est faisable et les empêcher de le faire, ce serait pire que tout. Donc là, il faut communiquer, il faut accompagner l'équipe et ainsi de suite. Juste pour dire, voilà, c'est pas non plus la solution miracle. Il faut réfléchir à, est-ce que mon projet s'y prête ? Est-ce que j'ai une équipe, au moins pour tester ? Est-ce que j'ai un projet long terme ? Jusqu'où j'ai envie de déployer ? Et ce genre de questions. Vous pouvez assister à des webinars, des séminaires internet sur notre site solidcreativity.com. On a aussi une formation qui rend l'équipe vraiment, vraiment autonome, c'est-à-dire qu'elle a tout en main. On préfère quand même proposer un accompagnement. On ne le cache pas. Pourquoi ? Pour ne pas la laisser toute seule et se planter. Et c'est par rapport au projet, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Il n'y a pas de secret. Donc je vous invite à nous retrouver, solidcreativity.com. Vous aurez un bulletin pour vous inscrire au prochain webinaire sur la gestion agile. Et pourquoi pas, au plaisir de vous voir lors d'une formation peut-être. À bientôt.